On a dépassé la biocapacité et donc quoi qu'on fasse, on va avoir un enchaînement d'effets de rétroaction qui vont augmenter la pression sur la manière dont on vit. Il y a un autre principe en perma qui dit le problème est la solution. Donc s'il y a un problème qui se déclenche dans le système, on réfléchit à voir comment on peut retourner ce problème en solution. Tout élément dans un système entre en relation avec les autres éléments du système et donc en fait je suis là pour plus grand que moi. Avant de vous faire écouter l'interview avec Eric Lux où on va aborder la permaculture en long et en large, je voulais d'abord remercier Hectarea qui soutient notre chaîne et notre travail. Puisque le sujet justement c'est la permaculture, là la présence d'Hectarea ça tombe vraiment bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise à mission qui permet aux particuliers comme vous et moi en fait d'investir dans des projets agricoles qui sont à la fois engagés et responsables et français. Et en bonus, vous gagnez de l'argent. Et vous savez très bien que sur Limite, nous on adore mettre en valeur et soutenir aussi, surtout quand on nous soutient en plus de ça, toutes les formes d'économie de demain, celles qui sont vraiment utiles. Et en parlant d'argent à gagner, c'est plus que si vous le laissiez dormir sur votre livret A. Alors grâce à leur simulateur d'investissement, vous voyez directement quel est votre impact, les revenus que vous allez pouvoir gagner tous les mois, ainsi, et ça c'est important, la plus-value de la revente après 8 à 10 ans. Et au passage, si jamais vous investissez par exemple pour un projet, vous avez aussi accès à des produits à prix préférentiel et ce de plusieurs fermes. Ils ont d'ailleurs lancé une nouvelle campagne de financement pour un projet en maraîchage 100% bio en Bretagne. Donc les Bretons, c'est le moment de vous manifester et pas que les Bretons d'ailleurs. Si vous voulez pas rater l'occasion d'aider par exemple Victorien à développer sa ferme pour continuer de vendre lui-même en direct, il faut investir maintenant en vous créant un compte avec notre lien affilié, c'est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et même si vous n'investissez pas aujourd'hui, c'est pas un problème, vous pouvez toujours bien sûr vous créer un compte et être tenu au courant des projets présents ou futurs, parce qu'à chaque fois ça évolue. Il y en a notamment de super pour de la viticulture en agroforesterie ou encore des vaches laitières avec transformation en yaourt directement à la ferme et sans passer par des grosses structures d'agro-industrie et tout ça, vous connaissez les histoires. Hectarea, c'est un soutien écologique et économique pour créer les modèles agricoles de demain. Et c'est pour ça qu'on vous en a parlé à l'instant même sur Limite. Vous êtes prêts pour le talk? Ça commence maintenant. C'est parti. Bienvenue à vous sur Limite. Vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Vous savez, on adore vous amener dans le futur. Et dans un vrai futur, pas le futur imaginé par Jeff Bezos, Elon Musk, un futur un peu à la Star Wars, on va miner les astéroïdes, on va avoir le voyage dans le temps, ce genre de truc. Non. Le futur concret avec ce qu'on est capable de savoir aujourd'hui. Sur Limite, on parle de limites planétaires, de limites des ressources et de limites humaines. Et je m'appelle Vince et merci encore une fois du fond du cœur d'être là. Parce que c'est vraiment grâce à vous, c'est grâce à vos dons, notamment sur Tipeee, sur PayPal.me, qu'on parvient à continuer à mener cette aventure sur Limite. Je vous rappelle, il y a le Discord aussi, si vous voulez vraiment faire partie de cette communauté grandissante pour pouvoir, pourquoi pas, donner votre voix au chapitre de Limite et à sa suite et à nos prochains invités. Le lien du Discord est en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre, PayPal.me, Tipeee, tout ça, c'est aussi en dessous. Et puis, bien sûr, l'abonnement et le commentaire. On est en algocratie, mesdames et messieurs. On ne sait pas ce qui se passe derrière la dictature des algorithmes, mais on sait très bien que ça fonctionne beaucoup sur de la suggestion. Et peut-être que cette vidéo a popé chez vous et que vous allez dire, mais de quoi on va parler? Nous allons parler permaculture en long et en large, parce que c'est pas forcément juste mettre les mains dans la terre et faire pousser les trucs différemment que d'habitude. Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai Eric qui est avec nous. Salut Eric. Salut Vince. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir fait la route depuis la Belgique, puisque nous tournons ici à l'Académie du Climat à Paris. Alors Eric, pour les personnes qui ne t'ont jamais vu, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, comme tu dis, je suis belge, donc voilà, j'ai la soixantaine. J'ai un parcours qui démarre dans la com, puis en parallèle qui commence à s'intéresser à l'écologie politique. Dans la com, j'étais déjà dans tout ce qui est développement durable, citoyenneté, donc le saut vers l'écologie politique, donc la veille sur l'évolution des technologies, sur l'évolution de l'agriculture, sur les nouveaux mouvements sociaux, et j'étais aussi responsable un peu de l'éducation permanente. Puis voilà, la permaculture s'invite dans ma trajectoire, notamment via la transition. Donc c'était une des premières villes en transition en Belgique qu'on a montée. Et puis je suis devenu facilitateur en permaculture. Donc et je fais des designs donc de projets, ça va de gros projets à des petits projets de jardin, etc.
Et puis je suis devenu éleveur, donc j'ai élevé des cochons avec la transfo, tout le bazar. Et pour finir, là maintenant, en fait, et en parallèle avec la perma, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Simisto et qui promeut en fait les forêts comestibles, avec comme ambition de couvrir l'Europe de forêts comestibles. Voilà. Et donc là, je coordonne entre autres le bureau de design. Donc on est 8 ou 9 designers à travailler et à concevoir des projets. Voilà. Et puis tu es formateur aussi en permaculture. Eh bien, oui, donc ouais, on dit facilitateur, mais donc ouais, je suis formateur en permaculture depuis près de 10 ans, enfin plus de 10 ans. Ouais. Ben Eric, merci à toi d'être ici avec nous. Moi, je vous propose que ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, il va falloir que tu me fasses les constats avant les solutions et avant qu'on puisse se projeter dans ce monde de demain, parce que je vous ai dit, le monde ne va pas ressembler à celui de Musk, faute de ressources. Il va ressembler à autre chose, quelque chose qui est plus proche de la Terre. On va s'y plonger. Mais d'abord, l'état des lieux, l'énième état des lieux, peut-être pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, ça va être important. Un état des lieux surtout, mais pourquoi est-ce que la permaculture pourrait être salvatrice et pourrait permettre déjà de changer notre rapport à ce monde? Qu'est-ce que ça va changer par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui? À travers quelles lunettes tu le vois justement, toi? Ben en fait, le monde il est pris dans cette fameuse grande accélération là, et qui est entre autres lié au fait qu'on divise tout. La planète nous dit ça commence à chauffer. Hein. Donc il y a un problème, on atteint les limites. Et en fait, cette boucle de rétroaction, elle commence à jouer au niveau social, au niveau du coût de l'énergie, au niveau des récoltes agricoles, etc. Et donc il y a cette instabilité qui se crée. Et donc on sent voilà qu'on a atteint un point où les choses vont commencer à être difficiles. J'oserais pas dire que c'est un point de bascule parce que je crois que le point de bascule est encore un peu plus loin. Mais là ça commence à serrer. Au niveau social, on voit partout, et puis du coup au niveau social, au niveau politique, et on a un effet comme ça de backlash qui remonte dans la chaîne. Et donc notre société est de plus en plus fragilisée. Je ne veux pas dire qu'elle est fragile, mais elle est fragilisée. Et pour moi, la lecture, c'est essentiellement cette idée de penser en silo, qui nous empêche aussi de réagir. C'est-à-dire que on n'arrive pas à lire ce retour de l'environnement, hein, parce que c'est essentiellement ça. On n'arrive pas à lire ce retour de l'environnement de manière systémique, et alors on apporte des solutions qui sont jamais que de la variation sur les paramètres. On passe de la voiture thermique à la voiture électrique, enfin voilà, ce genre de choses. On passe de l'énergie X à l'énergie Y, mais en fait la question de l'énergie reste la même. En Belgique là, il y a des tensions sur la réforme des pensions et des trucs comme ça, mais on se rend pas compte que tout ça existe. Enfin, tout ça, on veut continuer à le faire exister, pardon. On veut retrouver le confort qu'on a atteint, mais on ne se rend pas compte que le confort qu'on a atteint, c'est lui qui pose le problème. Et donc voilà. Donc toute cette pensée systémique en fait manque cruellement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'empreinte écologique de notre mode de fonctionnement, et je parle essentiellement évidemment du Grand Nord, comme tu dis, eh bien que l'empreinte de nos sociétés a dépassé la biocapacité de la planète. Et en fait, c'est ça la crise qu'il y a pour l'instant et qui se dessine de plus en plus fort, au point que le jour du dépassement avance recule plutôt de plus en plus dans l'année. 14 mars pour la Belgique, ouais. Qatar, je crois que ça doit être le 18 février. Luxembourg est avant, je crois que c'est aussi en février, il me semble. La France, c'est plus tard, c'est en mai. Et le monde, c'est juillet-août. Ouais. Ça varie. Et donc ça veut dire que la planète n'arrive pas plus à supporter la manière dont on vit sur la planète. Ça veut dire qu'elle ne peut plus reconstruire ses capacités
au fur et à mesure. Parce que l'idéal, ce serait que notre empreinte écologique soit inférieure à la biocapacité, parce que du coup, mais par exemple, la pollution de l'air pourrait être filtrée par la nature, la pollution de l'eau aussi, etc. Absorber le CO2 dans l'atmosphère. Absorber le CO2 dans l'atmosphère, renouveler la biomasse par exemple pour la biomasse énergétique, etc. Enfin voilà. Donc et là c'est plus possible. Donc là on a dépassé. Et alors bon, on peut lire ça de plein de façons différentes. Ma perception à moi, mais alors là, donc c'est décalé par rapport à la permaculture, mais ma perception à moi, c'est que quoi qu'on fasse, on a dépassé la biocapacité, et donc quoi qu'on fasse, on va avoir un enchaînement d'effets, de rétroaction qui vont augmenter la pression sur la manière dont on vit. Et donc là où la permaculture est pour moi une solution, c'est que elle entrevoit une manière systémique de voir ce qui se passe et d'apporter des solutions et de construire des solutions. Parce qu'elle n'a pas des solutions toutes faites comme ça, elle a des méthodes pour construire des solutions, des méthodes et des outils. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, elle est souvent citée par tes interviewés comme étant la piste de secours, quoi. Hein. Enfin, une des pistes de secours. Ouais. C'est quoi les malentendus qu'il y a autour de la permaculture? Parce que je pense qu'il y a un peu, quand on entend de permaculture, on pense souvent à son petit jardin et on fait tout pousser un petit peu dans tous les sens et on touche pas, quoi. Alors la permaculture, c'est ça aussi. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pas faux, hein, mais c'est incomplet. Voilà. Donc en fait, et c'est logique aussi qu'on pense à ça parce que ça a commencé comme ça. Ça a commencé par se dire, on va réinventer une manière de produire notre alimentation de manière résiliente. Voilà. Donc et la vision des fondateurs, c'était une forêt, elle pousse, elle grandit, etc. Sans qu'il y ait aucune intervention d'apport d'énergie, etc. externe. Enfin, là, on parle d'énergie fossile. Évidemment, il y a l'énergie solaire qui vient dedans. Et en fait, la forêt, c'est la plus grande production de biomasse par mètre carré que tu puisses imaginer. Or, voilà, avec le cycle de la vie dedans, elle est de plus en plus performante, puis elle atteint un climax où elle se stabilise, quoi. Et donc les gars, donc c'est Mollison et Holmgren, dans les années 70, 70, qui se disent, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de chercher à copier ce phénomène qui se passe dans la forêt pour créer des systèmes de production alimentaire pour les humains qui respectent la nature et qui soient construits sur ces principes-là. Et puis ils ont cherché, etc. Et ils ont écrit des bouquins qui ont proposé dans tous les biotopes de la planète, tous les grands biotopes de la planète, des approches qui permettent de faire ça, puisque ça a été testé et vérifié. Et puis très vite, en fait, ils se sont aperçus que la manière dont ils avaient approché la problématique de la production agricole par la logique systémique leur permet d'appliquer cette approche sur d'autres domaines. Et du coup, on a élargi à l'habitat, aux outils technologies, l'éducation et la culture, la spiritualité, enfin bon, tous les domaines de la vie, l'économie, la gouvernance, le patrimoine, enfin voilà. Donc, c'est un exercice qui a été fait d'étendre l'approche et surtout de se rendre compte que, en considérant de manière systémique, donc pas la question agricole isolée, mais liée aux autres aspects, eh bien, ça permet de renforcer les effets systémiques, parce que quand tu conçois de manière systémique, eh bien, il y a alors une optimisation, mais bon, je voudrais pas fâcher Olivier Amand. Il y a une optimisation, de la performance. C'est pas de la performance ici, c'est en fait, c'est une optimisation de la robustesse. C'est un peu un oxymore peut-être pour lui, mais
Donc on arrive à associer les différents éléments de nos systèmes, alors qu'on a créés, de manière à ce qu'ils se renvoient et qu'ils se soutiennent les uns les autres. Et donc ça crée des systèmes beaucoup plus résilients parce que, entre autres, redondants, enfin, voilà, et adaptatifs, surtout adaptatifs. Ouais. Mais alors, la régénération peut être optimisée, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça le but, hein, c'est de régénérer et que tout se soutienne sans utiliser des éléments extérieurs, donc des énergies fossiles dans le processus, des engrais azotés dans le processus, donc issus de la pétrochimie, ainsi que des pesticides. Je sais pas si je l'avais pas cité, donc énergie fossile, engrais, pesticides, pour que tout puisse se régénérer et ce qui est sûr, en tout cas produire. L'optimisation est nécessaire. Et donc là, j'imagine que s'il y a un ravageur extérieur qui commence à venir foutre le boxon, peut-être que à travers, je sais pas, du basilic, à travers n'importe quelle autre légumineuse ou n'importe quoi qu'on pourrait amener, pourrait éloigner, enfin pour qu'il y ait une sorte, pas d'harmonie, c'est pas le bon terme, mais de régulation où certes on a des pertes, mais globalement on parvient. Donc c'est une bonne optimisation. Alors moi, ça me permet de mieux la concevoir et de mieux la comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait plus ou moins en Belgique, en France, en Wallonie éventuellement aussi, ou en Flandre, n'importe quoi, ou dans l'Europe, ou dans le monde, quelle part de notre alimentation est produite en permaculture? Est-ce qu'il y a des débouchés économiques? Est-ce qu'on arrive à avoir des fermes qui fonctionnent en permaculture intégrale où les gens peuvent prospérer, tu vois? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui est en cours de déploiement? Est-ce que tu as des idées plus ou moins par rapport à ça? Alors, c'est assez compliqué de te répondre. Bon, parce qu'on n'a pas de chiffres sur la proportion, hein, déjà, mais enfin bon. Alors, est-ce que c'est viable? Oui. Donc, il y a des fermes qui fonctionnent en perma, notamment, enfin, je pense aux États-Unis, où il y a des très grandes fermes qui fonctionnent en permaculture. Et enfin, selon les logiques de la permaculture. Ça va être en Californie, à mon avis. Je sortis ça comme ça, donc ça se trouve pas du tout. Hein. Ben, par exemple, tu as Mark Shepard ou tu as Joe Salatin, Alan Savory. Donc en fait, bon, aux États-Unis tout est grand. Enfin, bien sûr. Surtout dans le monde agricole. Voilà. Et en fait, donc la permaculture, c'est plus une méthode et des outils et qu'on va s'approprier en fonction de son contexte. Mmh. Et donc, il y a des fermes en permaculture qui fonctionnent avec de l'énergie fossile. Et t'en as d'autres qui sont avec une visée post-pétrole, tu vois. Mais l'approche a été la même, sauf que on a mis le curseur autrement. Donc on s'est dit, ben nous, notre objectif, c'est d'être en post-pétrole, par exemple. Et donc du coup, ben tous les choix technologiques sont orientés pour ça. La taille, évidemment, du projet est en fonction de ça aussi. L'étendue et les interactions avec les consommateurs changent aussi. Enfin voilà. Donc la question c'est pas il n'y a pas un modèle de ferme permacole. Par contre, il y a un modèle de manière de monter une ferme permacole, de la concevoir. Et donc là, on part en général d'une observation très approfondie du terrain, du projet, du porteur, enfin des porteurs de projet, de l'écosystème qu'il y a autour. Bon, est-ce que il y a de la biodiversité autour? Est-ce que il y a un marché autour pour pouvoir vendre les produits? Est-ce qu'il y a des nuisances? Est-ce qu'il y a un risque lié à des inondations ou à des sécheresses? Voilà. Et on va prendre tout ça en compte pour créer avec un outil qui s'appelle le design et qui lui va concevoir en fonction du lieu, etc. selon des ordres de priorité, notamment comment est-ce qu'on va gérer l'eau, parce que c'est un élément essentiel. Comment est-ce qu'on va gérer les structures, les accès, etc. Et puis progressivement, on construit le projet. Et il sera calé sur l'observation qu'on avait fait avant. Et puis il y a tout le ressort, enfin les ressorts majeurs de la perma, c'est s'inspirer de la nature. Donc on va observer ce qui se passe dans le périmètre pour, on va dire, avec la logique biomimétique,
copier un petit peu ce qui se fait, aller dans le sens de la nature, hein, travailler avec la nature plutôt que contre elle, ça, c'est un des principes perma. Et puis on va optimiser les interactions systémiques entre tous les éléments. Et alors surtout, on va essayer de faire en sorte de développer un maximum de services écosystémiques. Bon, si on reste dans le contexte de l'agriculture, donc si je mets des graines en terre, automatiquement j'ai du soleil, j'ai de la pluie, j'ai des nutriments et la nature s'ingénie à m'aider à faire pousser le truc. Ok, c'est génial, ça c'est du service écosystémique. Et en perma, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un design écosystémique, c'est-à-dire qu'on va essayer de renforcer les services écosystémiques de manière à ce qu'ils soient à la fois bénéfiques pour la nature et bénéfiques pour la production alimentaire. Le plus abondant possible. Le plus important possible. Enfin, en tout cas, la meilleure possible. Parce voilà. qu'il y a vraiment une recherche de la qualité aussi nutritive, etc. Parce que derrière, il y a toutes les questions de santé. Tu peux avoir plein de tomates, mais la question, c'est peut-être d'avoir pas 20 tomates qui ont des nutriments éclatés, mais d'avoir une tomate avec tous les nutriments qu'il faut. Exact. Donc on préfère avoir des aliments qui soient super nutritifs, quitte à en manger moins. Mais ils t'apportent les éléments. Mais ils t'apportent les éléments dont tu as besoin. Voilà. C'est typiquement la question qui revient toujours quand on parle de changement climatique, c'est celle de la viande. Donc j'y suis sensible parce que j'ai été éleveur. Mais si tu as des animaux qui sont élevés en plein air, qui sont élevés avec un respect du bien-être animal, etc. Bon, on sait bien que à la fin ils terminent dans la casserole quand même. Mais la viande que tu vas manger là, tu en manges un tiers par rapport à celle que tu achètes d'habitude dans le commerce, parce que elle est tellement nutritive que tu es calé. Donc avec 80 grammes de viande, t'as assez. Et cette viande-là, elle vient d'animaux qui ont participé à du stockage de carbone, etc. Parce que ils sont en plein air tout le temps. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, enfin voilà. Donc, en respectant la nature, en travaillant vraiment en imitant la manière dont elle prend soin des choses, eh bien, on arrive à faire des super produits avec relativement peu d'énergie, et donc du coup, on est économe. Donc c'est une logique décroissante, si tu veux, mais qui va vers plus de qualité dans le résultat. Et là, on est occupé de parler d'agriculture, mais c'est exactement la même chose si on parle, par exemple, d'un projet social. Donc, on va travailler sur la diversité, sur les services. Alors là, c'est plutôt socio-écosystémique, donc qui vont émaner, du bénévolat, du volontariat. Enfin, il y a toutes choses. Enfin, de l'empathie, de l'aide, de l'entraide. Et en fait, on arrive à des relations humaines qui sont de meilleure qualité derrière. Et idem, si on s'intéresse à l'économie, on va aller sur des projets où c'est plus la notion de profit profit unilatéral qui va émerger, mais plutôt de satisfaire des besoins réels de chacun. Enfin voilà, donc c'est une approche. Ça devient une philosophie de vie quand tu l'appliques un peu à tous les aspects de ta vie. Donc c'est clair que la richesse qu'il y a derrière, c'est d'aider à faire des choix dans tous les moments de sa vie. Mais donc permaculture signifie culture permanente. Alors maintenant, avant c'était la culture permanente. Maintenant c'est la culture de la permanence. Ah ok, c'est très différent ça. Voilà. Et donc oui, mais c'est une évolution. Et donc l'idée c'est on vise le long terme. Voilà. C'est de la construction de projets pour le long terme. C'est le développement durable. C'est le vrai développement durable. C'est le vrai développement durable. Voilà. Ça. Pas celui basé sur une croissance verte. Oui, tout à fait. Comment ça se traduit pour avoir des choses très concrètes? Moi, demain, j'ai envie de faire de la permaculture et j'aime bien les tomates. Ouais. C'est mon kiff. Bon, la réalité, je suis en Belgique, les tomates en Belgique, bon, c'est peut-être compliqué, sauf peut-être à certaines périodes.
Tu sais quoi, non, j'aime bien les tomates, c'est sûr, mais je suis en Belgique, j'aime bien les fraises. Et je sais qu'on a nos fraises de Ronquière, on a des trucs très sympathiques. J'ai envie de faire des fraises. Comment ça marche dans un système plutôt que ce qu'on imagine très souvent et ce que je vois beaucoup d'ailleurs. Parfois, vous savez, je fais très souvent des vidéos, hein, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, où je cherche des trucs en agriculture dans des banques de vidéos disponibles. Et souvent, tu vois des trucs très monotones, quoi. Donc très monoculture, plein de fraises le long d'un truc. D'ailleurs, il y a des images très tristes hein, aux États-Unis où on voit des immigrés qui courent parce qu'ils sont payés à ce qu'ils arrivent à ramener en quelques minutes et tu les vois courir dans des champs pour ramasser toutes les fraises et il n'y a que des fraises. Ce modèle-là, bye bye, merci, c'est injustice sociale, c'est des engrais à n'en plus finir, c'est des pesticides, bref, c'est le vieux modèle ultra productiviste, il faut faire du chiffre pour enrichir une petite partie de l'humanité qui est le patron tout au-dessus, on a compris. Comment je fais ça? Moi demain, je veux faire de la permaculture et je veux faire des fraises. Quel est déjà le modèle juste pour commencer par la base et après je vais te demander pour tout le reste pour faire pousser cette nourriture. Comment je m'y prends? J'ai envie de prendre un petit préalable. Bien sûr. Et c'est de dire que donc la permaculture c'est un peu une contre-culture. Hein. Oui. Donc c'est les années 70, 70, hein, donc on est en plein là-dedans. Mais je ne voudrais pas que ce que je vais dire après vienne blesser des gens qui sont occupés de produire notre nourriture aujourd'hui, avec les contraintes que la société leur a mis. Qui sont pieds et mains liés, bien sûr. Et qui sont dans un système dont ils aimeraient sortir, mais personne ne veut les aider à sortir. Voilà. Donc je voudrais pas que ce que je dis après soit perçu comme offensant par rapport à ce travail-là, qui est énorme, hein, parce que c'est la base de la société. D'ailleurs, on a un peu tendance à oublier dans notre société que la base c'est la nourriture et l'abri. Hein. Donc, si on prend la pyramide de Maslow, on a plutôt tendance à la mettre comme ça, où c'est la représentation de soi, les réseaux sociaux, narcissisme, estime de soi. T'as raison. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on l'a inversé un peu. Et on a inversé, et malheureusement, c'est une manière de fragiliser l'avenir de la société de fonctionner comme ça, parce qu'en fait, il y a des réalités dont on ne tient plus compte. Voilà. Et donc, comment produire des fraises de manière perma? D'abord, les fraises, c'est un légume très saisonnier. Donc, t'as une fenêtre, on va dire, de 3 semaines. T'as bien dit un légume. J'ai dit un légume, c'est un fruit. Enfin, pardon. Ok. Je me suis dit les tomates, on peut peut-être dire fruits, légumes et tout ça, mais oui, non, pas de souci. Ouais, donc, les fraises, c'est un fruit saisonnier. Et donc, tu vas avoir une fenêtre de quelques semaines où les fraises viennent naturellement. Alors, tu peux étendre ça par des moyens sophistiqués, de lumière, d'arrosage, etc. Mais si tu le fais en mode perma, ta fenêtre, elle va se réduire. Donc, tu ne peux pas faire des fraises tout seul. Donc, tu vas devoir combiner. Donc, la fraise, c'est le fraisier, c'est du couvre-sol, en fait, on dit dans la succession écologique. Donc, c'est une plante basse, etc. Et tu vas l'associer avec d'autres cultures de manière à étendre ton panel de production et élargir ta fourchette de production. Très bien, je note, je ne fais pas que de la fraise, je vais faire d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voilà, typiquement, tu peux avoir d'autres petits fruits, puisque la fraise, elle va être au ras du sol, donc tu peux avoir des arbustes comme, je sais pas moi, des groseilliers, des framboises, etc. Et puis au-dessus, tu peux encore avoir des mirabelliers, des pruniers, et puis encore au-dessus, tu peux avoir des pommiers, voilà. Donc, tu construirais plutôt un système multi-récolte, quoi, multi-production, et puis tu peux l'associer avec des animaux aussi, etc. Donc, parce que dans l'interrang, tu peux faire circuler des poules, voilà. Donc, tu vas essayer de ne pas considérer, en tout cas certainement tu ne seras pas sur une monoproduction, parce que ça c'est exactement contraire au principe, hein, puisque là en perma on va aller au contraire de la diversité, et tu vas probablement prendre peut-être 3 variétés de fraises qui ont des mises à fruits légèrement décalées, donc tu vas allonger ta saison. Elles n'auront pas le même goût, mais elles auront chaque fois le meilleur goût qu'il était possible à ce moment-là, etc.
Tu vas orienter tout ça de manière à ce que ça optimise l'ensoleillement. Tu vas peut-être renforcer ça en créant des terrasses, etc. Bon, c'est le designer qui parle. Ouais, c'est le designer qui parle, mais tu me demandes comment on va Génial, faire. j'adore. Ouais, voilà. Ouais. Et puis tu vas gérer l'eau, tu vas faire en sorte que L'eau de pluie. ouais, l'eau de pluie, ou bien Irrigation. éventuellement si tu as accès à un ruisseau, ou quoi. Enfin bon, il faut encore avoir les autorisations, mais donc tu vas gérer la ressource d'eau, tu vas essayer de faire en sorte que les choses se fassent de manière les plus naturelles possible. Donc l'eau elle descend, hein, donc voilà, tu vas gérer tout ça, tu vas réfléchir aux accès aussi, tu vas faire une cave enterrée. Parce que du coup, il n'y a pas d'électricité pour avoir une cave fraîche, hein, donc là on sera à 10-12 degrés, ce qui est parfait pour les fruits. Voilà, tu vas faire en sorte que les gens viennent chercher chez toi les fruits, comme ça t'as pas de transport. Enfin, donc tu vas commencer à réfléchir. Je préviens le village autour, je préviens la commune en disant les gars, attention, je peux. Voilà, ok. Et puis tu t'associes avec un gars qui est à côté, qui lui va faire de la confiture de fraises, parce que toutes les fraises, y en a qui seront peut-être un peu trop loin, que tu vas pas vendre comme fruits de bouche, mais plutôt en confiture ou en sirop, voilà. Et en fait c'est ça. C'est alors la difficulté c'est toujours de démarrer, mais une fois que le système est en place, t'as comme le système s'enrichit de lui-même, parce qu'au moment où tu vas tailler les arbres, tu vas mettre le broyat, enfin la biomasse au sol, elle va enrichir tout le système. Donc la récolte suivante, elle peut partir sur un sol encore plus riche. Enfin voilà, tu auras des plantes d'ailleurs qui vont servir qu'à ça dans ton système, à créer de la biomasse. Donc tu transformes l'énergie solaire en énergie dans le sol. Et donc qui va nourrir les plantes. Enfin bon, voilà. C'est méga passionnant. Mais alors, tu as dit un truc important. Utiliser la diversité dans un but, c'est d'avoir cette production. On n'utilise pas de pesticides, hein, ça c'est clairement proscrit. Ah oui. Trouver des moyens en se disant peut-être qu'il y a cet oiseau qui passe, qui vient manger tous mes fruits. Bon, le bon vieil épouvantail, j'imagine, ou alors peut-être des CD. J'ai vu que les CD ça marche plutôt bien. Tu fais des fils avec des CD. Si vous avez encore des compacts disques à la maison, ça fait des petits rayons. Et les oiseaux ils partent en mode on va pas trop graille, ce genre de choses peut-être. Ou on les laisse manger justement parce qu'ils vont faire caca. Alors on va plutôt en faire plus. Quitte à ce qu'il y en a qui restent pour la nature, quoi. Ouais. Et alors surtout, on va pas se concentrer uniquement sur les lignes de production. On va se concentrer aussi sur l'écosystème qui est autour. On va entourer tout ça de haies, d'arbres refuges, etc. Parce que les oiseaux, bon, certes, c'est surtout pour les cerises ou des trucs comme ça, c'est parfois compliqué. Mais prunes un peu. Hein. Mais surtout, ce qui est compliqué, c'est plutôt les vers, les petits parasites, etc. Et là, les oiseaux, c'est un support. Parce que eux, ils vont aller nettoyer tout ce qui se trouve autour, et surtout que voilà, c'est un peu les mêmes saisons, hein, que les nichés vont éclore, et donc les oiseaux ils vont chercher partout à bouffer pour les petits, et donc en fait voilà, tu crées un système qui se régule de lui-même, et évidemment tu vas perdre quelques fruits parce qu'ils seront mangés par les oiseaux, mais finalement le service rendu est inouï, parce que la nature, quand elle travaille, elle fait pas gaffe, elle y va, quoi. Donc 7 jours sur 7, et donc le service écosystémique rendu par les oiseaux est tellement riche que perdre quelques fruits, c'est pas très grave. Il y a Gilbert Cardon qui était un des pionniers en Belgique, qui avait créé le jardin des fraternités ouvrières à Moucron. Le jardin existe toujours. Gilbert malheureusement est décédé. Lui, il disait si les oiseaux viennent manger tes cerises, mets un deuxième cerisier. Voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est de se dire ok, je récolterai que 50% de mes cerises, mais si j'ai 2 cerisiers, j'ai assez de cerises. Ouais. Enfin voilà, c'est voir les choses autrement. Il y a un autre principe en perma qui dit le problème est la solution. Donc s'il y a un problème qui se déclenche dans le système, on réfléchit à voir
comment on peut retourner ce problème en solution. Typiquement, avec un nouveau regard sur le problème, hein, plutôt que de chasser les oiseaux, eh bien, on va les attirer avec un deuxième arbre, plutôt que de chasser les limaces. On va avoir des oiseaux dans les haies et on va avoir peut-être des plantes qu'on va mettre pour attirer les limaces à un autre endroit, etc. Ok, c'est vraiment se miser sur la synergie plutôt que sur le fait de faire fuir, parce que donc exactement. En fait, ça abat la vision de l'épouvantail, qui est quand même une vision très commune du genre il faut chasser les nuisibles, il faut s'en débarrasser, enfin il faut se débarrasser pour ne pas toucher à notre production, et oui, qui est très anthropocentré, hein, c'est pour nous, par nous. Alors qu'en fait, effectivement, là, on arrive dans cette vision de se dire non, si on régénère également le vivant extérieur, ça aide l'écosystème à produire davantage en intérieur. Exactement. C'est incroyable qu'on ait perdu ça. Parce que j'ai l'impression qu'on l'a perdu, quoi. Oui, on l'a perdu. Et en fait, le problème, c'est que ça nous coûte énormément et d'argent et d'énergie. Parce que là, par exemple, chasser les nuisibles qu'il y a sur tes fruits, c'est des machines, c'est des produits, c'est du temps, et donc ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est toxique, donc ça coûte la santé, et donc en fait le bilan par rapport au fait d'avoir plus d'oiseaux ou de le faire de manière classique, le bilan est incroyablement plus favorable en fait aux méthodes naturelles. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? On va pas refaire l'histoire parce que là on est dans les solutions, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la perception humaine de se dire c'est une culture. En fait, c'est une culture de la destruction qui est devenue normale, qu'on a même peut-être appris à l'école en mode oui, si vous avez tel problème, vous saupoudrez de tel produit, tu sais, en études agronomes, etc. classiques. C'est une culture qui s'est mise sans remettre les choses en question? Alors, pour moi, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est le fait qu'on oublie de réfléchir de manière systémique. Et donc, se dire, l'oiseau, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est quoi son rôle dans l'écosystème? Ok, il me bouffe des fruits, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, etc. Donc, d'élargir la question. Et on se dit, le problème, c'est l'oiseau. Comment est-ce que je réduis le problème? Et en me focalisant sur l'oiseau. Et donc ça, c'est la méthode qu'on suit depuis, on va dire, 2 siècles. Enfin, elle était déjà en place avant, hein, mais donc qu'on a exacerbé, qu'on a optimisé aussi. Oui. C'est l'analyse et on appelle ça le réductionnisme. En fait, hein, on se focalise sur un problème et on l'attaque avec alors du coup, puis on a une culture d'ingénieur de ouf, hein, donc on est prêt à déployer des trucs énormes. Enfin là maintenant, pour remplacer les abeilles, on fait des drones, quoi. Hein, donc la disproportion est hallucinante. Évidemment que le drone, il va y arriver, mais à quel prix? C'est ça. La miniaturisation, de la microélectronique, de l'énergie. En fait, et même si ça produit du travail pour des gens, au final, quel gaspillage global. En fait, alors que tu tapes des ruches, c'est moins d'énergie, ça fait plus le taf, quoi. Et ça fait du miel. Et en plus, ça fait du miel. Ouais. Typiquement, il y a un truc que j'adorais dans un bouquin des années 70 sur l'autosuffisance alimentaire, qui avait été fait par un Anglais ou un Américain, je sais plus. Il disait le cheval de trait, c'est un tracteur, mais qui fait des petits. Ouais. Et en fait, par exemple, cette phrase-là, moi je trouve ça. Tu viens de me mettre une claque. C'est dingue de se dire ça. Excusez-moi, mais tu viens de me mettre une claque parce que j'ai réalisé un truc de fou. Les tracteurs ne font pas de tracteurs, on a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de beaucoup de choses. Ouais. Alors que là, ça s'auto-régénère. Ton moyen, ton système, pour retourner la terre, s'auto-entretient. Et alors, il faut quand même dire, quand on faisait l'agriculture avec des chevaux, d'abord c'était très fatigant. Hein. Bien sûr. Il faut voilà. Bien sûr. Il y avait beaucoup plus de monde dans les champs. Et 50% de la surface était là pour nourrir les chevaux. Hein, donc, bref, donc il y a aussi tout ça. Oui, parce qu'il faut nourrir tout ça, il faut mettre de l'essence dans le tracteur. Bien sûr. Mais parce qu'ici l'essence, elle est cachée. Hein, elle vient d'ailleurs, etc. Donc, et d'ailleurs toute l'énergie qu'il a fallu pour construire le tracteur. Enfin bon, il y a aussi la notion. Donc la permaculture, elle n'est pas anti-tracteur.
elle est pour des technologies adaptées. Et donc d'essayer de trouver, dans le contexte où on est, la manière la plus la moins la moins dispensieuse ou de réaliser cette fonction. Et le tracteur, ça peut finalement peut-être être une solution. Maintenant il y a des rétrofits électriques de tracteurs, etc. Ou alors, si par exemple on fait un tracteur qui tourne au biogaz, on peut imaginer que ça crée un circuit, une circularité dans la ferme avec l'élevage qui produirait le biogaz, etc. Donc on n'est pas anti-technologie, mais il faut une technologie adaptée. Tu vois, quand je parle des drones, là j'ai du mal à voir ça comme une technologie adaptée. Ou alors il faut qu'on m'explique quoi. Maintenant, par contre, c'est vrai qu'en perma, il y a aussi un courant, on va dire root, où on refuse toutes ces approches technologiques. Voilà, mais ce n'est pas propre à la permaculture, ça. En fait, donc c'est. Et maintenant que j'ai ma petite production, Ouais. j'ai compris que ça fonctionne en système, en écosystème, et je comprends effectivement que ça fonctionne en écosystème humain, c'est-à-dire un truc très important. Ma production, j'ai peut-être des trucs qui vont lâcher assez vite. En fait, je dois regarder avec mon voisinage. Donc, on est nouveau dans cette vision de permaculture, écosystémique, en disant il y en a un, il fait de la confiture, il y en a un, il fait des compotes. Il y en a un, rien à voir, il a besoin de fruits pour faire des trucs de peinture, par exemple, pour faire du colorant naturel, j'en sais rien. Et donc là, c'est important, toi, quand tu as fait ta ferme et que tu as produit, de regarder quel service, à qui tu peux vendre, pas forcément tout de suite directement dans l'assiette de quelqu'un, mais de regarder tous les usages qu'on peut en faire. Donc là, on est toujours dans la même vision, la même notion. Bien sûr, et ça va même plus loin, parce que là, tu as développé un projet qui fonctionne bien, tes fraisiers produisent, tes autres fruitiers produisent aussi, et tu as finalement adapté des variétés à ton lieu, à ton biotope. Ça va intéresser des gars pour en faire un 10 km plus loin, toi, ou voilà. Donc tu vas avoir des potentialités qui vont se rajouter au fur et à mesure. Tu as des gens qui vont être intéressés par ta manière de faire, donc ils vont venir apprendre chez toi. Donc en fait, tu vois, cette logique écosystémique, elle n'arrête pas de grandir, quoi. Et peut-être que le gars qui va venir apprendre chez toi et qui va partir avec des boutures de tes arbres et qui va le faire à 15 km plus loin, eh bien, il va s'associer avec toi. Ou bien à deux, vous allez ouvrir une petite guinguette ou une petite échoppe ou un marchand de glace que vous allez faire avec vos fruits, etc. Et donc, en fait, la synergie, elle ne s'arrête pas au design de la solution de départ, quoi. Il faut tout le temps réévaluer parce que justement, à partir du moment où le système se met à fonctionner, à une sorte de résonance en fait qui se met dans le système, il y a de l'énergie en trop qui va apparaître. Et cette énergie, on peut la consacrer à de nouvelles choses, à accueillir de nouveaux projets ou à en développer. Voilà. Et donc toi, en tant que designer, ton rôle aussi est de faciliter le transfert à la fois d'énergie entre moi qui produis mes fraises et mon pommier, mes fruits, etc., avec l'autre producteur à côté, l'éleveur qui doit me ramener peut-être un petit peu de sa, tu sais, de son fumier, exactement. Donc toi, tu vas, par exemple, à l'échelle d'un petit village, et que le maire, il a un super projet, il dit oui, il y a telle zone, vous en faites ce que vous voulez, c'est les projets d'avenir. Donc toi, tu arrives en disant ok, quels sont les besoins, quels sont les trucs, ok, on va faciliter de manière à gaspiller le moins d'énergie possible et à ce que tout ça puisse créer un écosystème assez pratique. Donc c'est vrai que c'est plus que ton jardin, c'est tous les autres lieux. Ça, c'est super intéressant. Donc d'un point de vue géographique, mais maintenant d'un point de vue gestion humaine, il y a moins de tracteurs, il y a moins de machines. Donc ça veut dire que j'ai besoin de mon comptable dans l'histoire, j'ai besoin de mon administrateur, j'ai besoin de mes paysans, ceux qui vont aller faire le travail, ceux qui vont mettre la main dans la terre. J'ai besoin d'un geek en technologie, peut-être j'ai besoin d'un geek en permaculture aussi, hein, pour savoir ouais, attention, tel ravageur, on va tel type d'oiseau il faut, il y en a là-bas, on va regarder un peu comment les attirer avec tel type de graines, tu vois, il faut le cerveau aussi de cette gestion-là, parce que moi si demain je me lance,
on va avoir besoin de monde. Mais on a vu ce que c'est que devoir gérer des personnes. Il faut gérer l'ego, il faut gérer le mal-être, il faut gérer certaines situations. Il y en a peut-être qui seront moins payés que d'autres. Comment est-ce que la permaculture arrive dans la gestion humaine, dans le management? Eh bien, donc, on dit, il y a permaculture humaine, permaculture sociale, hein, donc au début, en fait, la permaculture ne s'inquiétait pas trop de ce qu'on appelle maintenant la zone 0-0, qui est l'humain. Elle s'intéressait, il y a un système de zonage pour optimiser justement les questions énergétiques, etc. Et donc depuis, on va dire les années 80, donc relativement vite, elle s'est intéressée à la question justement des relations humaines et du bien-être. Et donc on va considérer ça exactement comme un système. Et donc on va voir quels sont tes besoins et qu'est-ce que tu sais amener en fait dans le système. Et on va voir s'il y a quelqu'un qui dans le système a une fonction qui remplit tes besoins. Tu vois. Et en fait, donc du coup, le match se fait. C'est le Tinder de la perma, quoi. Hein, je veux dire. Et en fait, ça s'appelle l'analyse fonctionnelle. C'est un des outils. Et donc, dans un collectif, on va voir un petit peu. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas qu'à l'intérieur. On va considérer aussi quelles sont les ressources extérieures au projet. Et typiquement, dans un projet agricole. Moi, l'élevage, je faisais dans une coopérative. Et dans une coopérative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme mangeur, tu peux devenir coopérateur. Donc, en fait, la frontière entre le producteur et le consommateur s'efface puisque le consommateur rentre dans l'unité de production. Tu vois. Donc, cette idée d'étendre le système et de considérer ce système et surtout la qualité des interactions qu'il y a entre les éléments du système, c'est purement de la perma. Et ici, en l'occurrence, la perma humaine ou sociale. Et donc, on cherche à faire en sorte que ce soit toujours mutuellement bénéfique. Donc, il n'y ait pas de transfert unilatéral. Donc, que tout ne soit pas centralisé. Voilà, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tire son épingle du jeu. Qui roule avec son gros SUV Tesla, et les autres, prenez le vélo et qu'on reproduise le même schéma. Voilà. Donc ça demande d'entrer dans des concepts comme ceux-ci. Quand tu arrives, tu dois abandonner les dictats de cet ancien monde dans lequel on baigne encore, mais d'accumulation personnelle. On est tous là pour un peu notre intérêt personnel, mais il faut qu'il y ait une vision commune, que l'intérêt personnel ne soit pas celui de devoir écraser les autres et d'être dans une fuite en avant matérielle éventuellement, ou en tout cas avec des limites. On se comprend. Donc, ça c'est clair. Il y a un concept qui est assez simple et qu'on peut utiliser même en développement personnel, hein, c'est de se dire en fait tout élément dans un système entre en relation avec les autres éléments du système. Ubuntu, je suis parce que nous sommes, vieille rengaine. Voilà, exactement. Et donc, en fait, je suis là pour plus grand que moi. Je suis pas mystique quand je dis ça, donc je suis là pour plus grand que moi. Donc, à quoi je sers dans l'écosystème? Et si je me pose cette question, d'abord, je m'aligne avec ce que j'ai envie de faire pour cet écosystème. Et cette énergie positive que j'amène dans l'écosystème, elle est reconnue par l'écosystème. Et pas nécessairement directement, ça peut être un effet de cascade, et l'écosystème va venir soutenir cette énergie que j'apporte. Et donc en fait, à partir du moment où je me projette dans plus grand que moi, eh bien la nature même du système va m'apporter l'énergie dont j'ai besoin pour fonctionner. Et une fois qu'on a compris ça, et qu'on a osé ça, parce que la dynamique, elle commence par un don, hein, c'est apporter quelque chose autour de soi. Eh bien, une fois qu'on a fait ce saut, qu'on a la confiance de faire ce saut, eh bien, on remarque qu'en fait, effectivement, il y a des choses qui reviennent vers nous. Des gens et même il y a des gens qui vont nous diriger de l'énergie sans l'apporter eux-mêmes, en disant tiens, va voir un peu le gars qui fait ses fraises, je suis sûr que tu vas trouver chez lui des plans, ou tu lances un restaurant, ouais, je connais un gars qui fait des fraises, etc. Et automatiquement, en fait, cette énergie
revient vers toi. Et parce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, tu as décidé de faire les meilleures fraises qu'on puisse imaginer en termes de saveur et donc derrière de santé, de qualité, etc. Et ça, c'est reconnu comme un apport positif dans l'écosystème. Bon, je caricature un peu, mais c'est vraiment cette notion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça crée des communautés. Enfin, ces systèmes, ça crée des communautés ou des collectifs. Ou, enfin, et c'est là que il y a aussi une réponse qui arrive derrière. C'est par rapport aux besoins de relocalisation. Hein. Donc là, maintenant, je pense que tout le monde a compris que la mondialisation avait des limites. Même Trump. Hein. Donc voilà. Et donc cette idée de relocalisation, eh ben, elle match avec cette idée de communauté locale. Alors ça ne veut pas dire qu'on est à 15, on est peut-être 12 000, mais on est dans un bassin de vie, on partage des expériences avec la même météo, le même biotope, etc., etc. Donc on n'est plus des sujets de la République, hein, on est vraiment des gens ancrés dans le territoire, voilà. Et on n'est plus des sujets du consumérisme, on est des gens qui vivons sur notre territoire. Et en fait, ça fait une résonance parce qu'il y a plein de systèmes du coup qui vont s'articuler là-dedans. Et c'est marrant parce que quand tu me parlais du maire qui aurait un terrain, etc. Mais typiquement, c'est du développement territorial. Et donc, on peut imaginer des communautés de communes, par exemple, qui se mettent à réfléchir avec l'outil PERMA. Il y a d'ailleurs des projets dans le nord de la France, urbainculteurs et des trucs comme ça, qui travaillent là, sur ces questions, quoi. Donc c'est vraiment un outil de conception, si tu veux. Hein. Donc on peut le mettre à l'échelle du territoire. Et le dupliquer en fonction des territoires, pas qu'en France ou en Belgique, Suisse, Luxembourg, les pays francophones qui nous regardent, mais quelqu'un qui vit par exemple au Mali, dans une zone un peu plus sèche, Sahel notamment, le Maroc, où aussi, bon, c'est quand même un gros producteur en matière, pas que d'huile d'olive, mais en tout cas en matière d'agriculture, c'est quand même assez impressionnant. Donc, et toujours en fonction de cet environnement, de dire bon, on a des réalités, ici on est dans tel endroit, mais ici on sait que la force c'est ça, donc toujours miser sur les forces pour. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est dédié qu'aux zones tempérées. Non, du tout. Et d'ailleurs, ça a commencé en Australie, hein, donc c'est des zones plutôt arides, ouais. Etc. Enfin, quoique il y a pas que des zones arides. Et là où c'est intéressant, c'est que ça développe des projets pour nourrir les communautés locales. Et voilà, donc c'est pas pour exporter du café. Ouais, parce que, enfin, on pourrait le faire, mais là, on sort de l'éthique de la PERMA. Mais donc, ça amène de la résilience. Et bon, par exemple, au Mali, ben, c'est de s'associer, enfin, de réfléchir à plusieurs, et surtout d'arriver à retrouver les dynamiques qu'il y a dans l'écosystème et à l'intérieur desquelles on peut s'inscrire. Pour en fait renforcer cet écosystème et que dans ce renforcement, en fait, ce soit mutuellement bénéfique et nous et que les Maliens aient à manger ou enfin je dis à manger, mais c'est peut-être aussi produire du bois pour faire du feu, ça peut être ou pour nourrir les animaux, ou enfin voilà, donc ça peut être c'est pas seulement manger, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, comme tu as dit, c'est des services écosystémiques, ouais. Et qui permettent la régénération aussi, parce que c'est ça qui est quand même important. Ouais. C'est que l'agriculture, déforestation pour l'agriculture, ça participe à l'effondrement de biodiversité avec les pesticides et tout ce que tu veux. La permaculture aussi a cette vision de, au-delà de rendre des services écosystémiques, c'est quand même des écosystémiques mondiaux éventuellement, s'il y a un plan mondial, un plan Marshall européen ou mondial qui se met en place pour réabsorber le carbone, le réinjecter sous terre aussi, ramener de nouveau la biodiversité, en fait, c'est-à-dire réduire l'impact planétaire. Et justement, on a souvent tendance à croire
Quand tu regardes, et d'ailleurs je vais tenter de vous mettre le lien en commentaire, hein, j'espère que je ne vais pas oublier, mais si je réécoute ce podcast avant de le diffuser, j'oublierai pas, le lien vers l'université de Leeds qui a publié justement l'ennemi planétaire en fonction de certains pays, empreintes matérielles qu'ils ont rajoutées, mais cycle biogéochimique, hein, donc les engrais azotés et phosphorés, changement climatique, donc émission de CO2, effondrement de biodiversité, toute la participation de chaque pays. Et on voit que le Costa Rica, et on a une vidéo avec Kate Raworth justement qui en parle, hein, qui a conceptualisé l'économie du donut, est le pays qui arrive le mieux. Et puis tu as des pays où c'est abusé comme le Qatar, tu as des pays où c'est abusé d'un point de vue justement cycle biogéochimique comme le Maroc, hein, puisque ce sont des gros agriculteurs, la Belgique aussi, cycle biogéochimique et CO2, bref. Et l'idée c'est d'arriver à quelque chose. Mais on remarque que l'économie est florissante dans un pays quand elle pète les limites planétaires. Qu'est-ce qui me garantit là que ma ferme aux fraises, avec pommiers, tout ce que tu veux, puisse subvenir à mes besoins, puisse créer une forme de prospérité et donc quand même créer une sorte de croissance économique, non pas centralisée, mais redistribuée, repartagée, mais que je puisse m'en sortir, payer mes factures, payer mon abonnement Internet si j'ai encore Internet, etc. Est-ce que je peux avoir la garantie, puisque j'ai l'impression que l'expérience du monde me démontre que plus je suis destructeur de l'environnement, plus mon économie est florissante. En sachant qu'il y a la finance et la dette là-dedans, bon, tout ça, on va essayer de mettre sur le côté. Alors, est-ce que je peux prospérer? Alors, donc, il y avait un bouquin Prospérité sans croissance, hein, écrit par un Anglais, qui était très intéressant. En fait, tu peux prospérer en qualité. Voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est pas prospérer en accumulation. Ça, avec la perma, tu oublies. Oui, parce que tu peux prospérer quand tu vends des médicaments pour soigner les méfaits de l'agro-industrie alimentaire. Voilà, c'est compris. Oui. Donc la permaculture, c'est quand même un projet décroissant, mais donc décroissant, le problème, c'est que c'est un terme qui a une résonance négative. En fait, c'est aller vers une prospérité, on va dire, de qualité. Donc ça veut dire plus de santé, ça veut dire de meilleurs aliments, un meilleur sommeil, des meilleures relations sociales, le contact avec une nature régénérée, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de bruit, ça veut dire moins de véhicules, ça veut dire moins d'objets dans ton intérieur. Ultra connecté. Voilà, ça veut dire des matériaux moins consommateurs d'énergie, donc tourner vers de l'habitat en éco-construction, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est réorganiser les flux d'énergie et de ressources qu'on utilise pour retourner vers nos besoins fondamentaux. Voilà. Et une fois que nos besoins fondamentaux sont sécurisés, nos relations sociales sont harmonisées. Pour l'instant, c'est l'inverse. En fait, on est sur de l'égocentrisme. Nos relations sociales sont pourries. Individualisé à mort. Les angoisses, les suicides, les dépressions, enfin bon, le tableau est clair. Le tableau est clair. Et puis alors, ce besoin de sécurité permanente qui n'est jamais comblé parce que les attaques terroristes, attention, on se sent toujours oppressé par la culture de la peur, etc. Alors bon, donc là je sors peut-être un petit peu du sujet, mais un des patterns de la situation actuelle, c'est cette question d'effet d'échelle. Donc on va toujours vers plus grand, puis on est arrivé à la mondialisation. Là, ça devenait trop grand, on sent que ça vibre tellement que tout le monde est occupé de resserrer un petit peu. Mais c'est curieux parce que quand on parle, par exemple, de projet perma, tout de suite il y a la question, oui, mais à plus grande échelle, qu'est-ce que ça donne? Mais non, c'est pas ça la question. Il faut sortir de cette logique à plus grande échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on réfléchit au niveau des bassins de vie, etc., ça veut dire retrouver de la compétence politique au niveau des bassins de vie, etc. Et puis, il faudra des choses quand même, parce que on va pas vivre tout seul dans son petit coin, donc on va continuer à avoir des relations entre les différentes régions,
ne fût-ce que culturel, etc. Ce sera sur d'autres sujets, de la circulation des jeunes ou des chercheurs, etc. Et donc, il faudra quand même un petit peu de synchronisation ou en tout cas certainement du dialogue à d'autres niveaux. Mais si on sécurise, tu vois, les besoins de base au niveau local, eh bien, on peut construire après, parce qu'il y aura de l'énergie qui va se dégager pour ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu dis qu'il faut redonner de la compétence au territoire, ça veut dire que c'est pas quelqu'un ou un groupe de personnes complètement déconnectées de cette réalité territoriale qui se trouve dans un bureau dans Paris qui va autoriser si tu prends le ruisseau ou pas. C'est la mairie locale et c'est des gens compétents localement qui vont venir voir et pas que tu as l'information qui arrive des mois après ou qu'ils sont même pas venus voir, ils ont regardé sur leur carte internet en disant non, vous pouvez pas ou alors oui, vous pouvez. C'est ça que tu veux dire par là. Oui, et qui sont pilotés par un algorithme ou un truc n'importe quoi. Non, ici c'est un peu dans la logique des communs, des commons. On négocie entre utilisateurs de la ressource et on dit comment elle va être utilisée. Le changement culturel que ça demande. mais on est en cours parce que c'est pour ça que toi tu es là-dedans, je suis là-dedans et on se rend compte, voilà, on a des gens qui sont abonnés, qui ont cette vision, qui aspirent à ce monde-là demain et qui votent en conséquence, qui font et qui changent les choses. Mais quand tu regardes par rapport à la masse de transformation, ça peut se basculer rapidement. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, il y a quand même quelque chose où il y a des gens dans les centres névralgiques comme Bruxelles, Commission européenne, etc., qui doivent se dire, ok, on laisse au territoire le choix de discuter. On a l'impression qu'aujourd'hui, les compétences sont de plus en plus centralisées. Tu comprends? Oui, et déconnectées du coup de la réalité concrète. Or, on est rattrapé par quoi? Par la réalité concrète. Hein. Donc la sécheresse, les tornades, la grêle avec des grêlons comme des balles de tennis, des trucs comme ça. Oui, puis la résilience locale, elle peut être meilleure à partir du moment où il y a une réorganisation en communauté par rapport à un événement climatique extrême. On a besoin peut-être aussi toujours d'aide de l'armée, d'aide humanitaire qui pourrait intervenir parce qu'il y a aussi cette réalité-là, un monde très déstabilisé. Mais la réaction est plus rapide sur place pour se remettre en selle que attendre patiemment de dire bon, je paye mes impôts, le gouvernement fédéral va venir me ramener l'armée pour alors qu'on en aura quand même besoin. Hein, mais c'est intéressant de pouvoir se projeter là derrière. Et justement par rapport à tout ce fonctionnement-là, il y a quand même quelque chose qui est important. Tu as parlé de la gestion humaine. Aujourd'hui, on est dans un monde où dès que la vache elle produit plus de lait, on l'amène à l'abattoir. C'est comme ça. Donc dès que toi, Eric, tu ne sers plus à la société, c'est sympa, voilà ta retraite, et on te met dans un tiroir, c'est-à-dire on te met dans une maison de retraite et tu attends, tu te tournes les pouces, on t'attend patiemment ta mort en espérant qu'on se retrouve pas dans un univers dystopique à la Green Soylent, Soleil Vert, où finalement tu deviens un biscuit et tu nourris le reste de l'humanité. Ah, bref, soit. Mais c'est un peu ça le monde dans lequel on est, dans un tiroir caisse et c'est bon, c'est géré. Et c'est comme si, et c'est horrible comme sensation quand tu te dis, à partir du moment où t'es en maison de repos et t'as besoin de soins, certainement, mais te dire, bon j'attends patiemment qu'il se passe quelque chose et tu ne sers plus à la société. Alors que pourtant, tu es une bibliothèque de savoir, tu représentes des connaissances incroyables. Comment ça se passe justement en permaculture? L'éducation des plus petits, la fin de vie de nos anciens, comment, parce qu'on parle de se réorganiser territorialement parlant, c'est plus j'habite à Namur et ok, grand-mère, grand-père, on vous envoie à Bruxelles, là où on a plein de maisons de repos, vous allez rester là-bas, on va venir vous voir une fois tous les mois. Non, c'est plus ce monde-là, quoi, tu vois. Oui, alors donc ça peut aller très loin. Donc les visions, on va dire d'Holmgren par exemple, si on prend les petits, hein, tu parlais des enfants, c'est à minima une école ancrée dans le réel, dans la nature, voilà. Et éventuellement c'est du unschooling. Hein, donc je sais qu'en France on est revenu là-dessus de manière très forte, mais donc c'est la déscolarisation. L'enfant, il est fait pour vivre au milieu des adultes, avec d'autres enfants, certes, mais qui t'empêche pas d'apprendre, dans la vie active, et qui t'empêche il pas apprend d'apprendre beaucoup plus et beaucoup mieux. C'est-à-dire que c'est des connaissances qu'il ancre directement dans une expérience personnelle qui lui sert. Hein, il apprend à calculer parce qu'il est occupé de construire sa cabane au fond du jardin. Tu peux apprendre Pythagore en étant dans un jardin, exactement, en mettant un tronc d'arbre comme ça, et puis tu calcules le plus long et comment tu le calcules. Voilà. Bien sûr.
Donc, ouais, et alors, bon, on peut après faire des études plus conceptuelles, on va dire, et aller dans des grandes écoles, etc. L'un n'exclut pas l'autre. Et pour les parents, ben, on retrouvait la fonction sociale, en fait, des grands-parents. Donc, ils ont une place dans la société. Alors, ça peut être au travers d'habitats groupés, où il y a l'un ou l'autre habitat qui est autogéré par des petits vieux, on va dire, et qui ont leur rôle à l'intérieur de l'habitat groupé. Donc, la question, c'est de nouveau de ne pas spécialiser. Donc, en fait, tu vois, l'école, c'est un lieu spécialisé pour les enfants, et le résultat, c'est que ça déconnecte les enfants du reste. L'EHPAD, c'est un truc pour les vieux, et le résultat, c'est que ça déconnecte les vieux du reste. Et donc, l'idée, c'est de retrouver la fonction sociale de chacun et d'arriver à remplir les besoins de chacun. Alors, évidemment, on va me dire, oui, mais quand tu as un petit vieux qui a besoin de soins particuliers, etc., ben oui, mais ça c'est possible. Je veux dire, au niveau du bassin de vie, on peut avoir des soins qui circulent. Enfin bon, il peut y avoir des fonctions. C'est pas la fin de l'hôpital au centre-ville. Ben non, c'est... mais il sera moins chargé. Voilà. Et je pense que ce schéma-là, en fait, il est beaucoup plus résilient en situation de crise, par exemple. Enfin, moi, il y a deux crises qui me viennent à l'esprit, le Covid, par exemple, ou le blackout en Espagne et au Portugal. Donc, pour le Covid, ben, si on a des petits vieux qui sont associés avec des gens plus valides autour d'eux, etc., ils vont pas crever tout seuls dans un... Enfin, je caricature un peu. Ils vont pas crever tout seuls dans un EHPAD. Et s'il y a un blackout, eh bien, direct, l'aide, elle est là. Hein, c'est les premières aides, en fait, elles viennent aux voisins. Oui. C'est encore, j'entendais un reportage sur le Var, le petit vieux qui avait du mal à se déplacer, ben les voisins viennent tout de suite voir. Quoi. C'est la première aide directe. Mais oui, c'est la première aide. Et surtout, pas compétent, pas tout de suite, parce qu'il peut y avoir des médecins, des gens formés dans le voisinage, mais la vraie compétence, la compétence adaptée. Oui, mais qui savent qu'il y a un vieux monsieur qui a des difficultés, ils sont au courant, c'est leur voisin. Ouais. Et c'est ça qui est important, parce que t'es à l'hôpital, à moins de si tu reçois pas l'appel, qu'est-ce que tu sais que dans tel endroit il y a quelque chose. C'est vrai que ça c'est important. Tout à fait. Et alors bon, un truc que tu me fais penser, c'est que si tu veux, pour arriver à avoir cette approche systémique, on doit redévouer une pensée généraliste. Donc en fait, c'est un peu l'honnête homme. On doit avoir une idée un peu de tout. Et ça veut pas dire qu'on est omniscient. Ça veut dire qu'on peut mettre en relation des questions d'économie et des questions sociales et des questions de limites environnementales et en même temps, enfin voilà, plein de sujets, la gestion de l'eau, la gestion de la saison, des récoltes, enfin des co-constructions, etc. Donc on a une vision un peu généraliste de toutes les problématiques. Et quand on a besoin d'une expertise, on va chercher l'expert. Pour l'instant, on a un fonctionnement où on met d'abord des experts qui ne se comprennent pas, parce qu'ils sont devenus tellement pointus dans leur sujet, qu'ils n'arrivent pas à trouver un langage commun et à prendre des décisions qui relèvent du bon sens, en fait. Parce que simplement, ils sont, allez, on va dire, monomaniaques, ils sont monodisciplinaires, quoi. Et donc de ramener, de retrouver en fait cette approche généraliste, en fait c'est ce qu'on fait dans la vie tous les jours. Tous les jours dans sa vie, on prend des décisions sur des champs qui sont complètement différents, et puis tout à coup dans le travail, poum, on va à fond sur une discipline, etc. Eh bien, voilà. Donc le truc, c'est juste de ramener et de se reconnecter en fait à cette compréhension directe de cette gymnastique mentale pour trouver comment réagir dans les situations. Et typiquement, c'est ce qui arrive en cas de crise. Il y a une inondation, hop, on a tout de suite les bons gestes pour aller chercher le petit vieux dans sa chaise roulante. Et tant qu'on n'est pas sur une problématique hyper pointue, on est compétent. Tu vois, c'est ça. En fait, dans la vie de tous les jours, on est compétent.
hein, pour embrasser son gamin, pour faire à bouffer. Enfin voilà, donc pour aller choisir les fruits au marché, on a plein de compétences. Et donc c'est de renouer avec ça. Et en fait, ça redonne un levier sur sa propre vie. C'est une logique d'autonomie, si tu veux. Mais c'est du re-empowerment, quoi. Donc parce qu'on l'étend de plus en plus. Donc on se dit, ok, bah je prends même ma vie et j'ai envie je sais pas moi, d'être plus présent dans les actions concrètes de ma vie, dans les besoins, donc je vais retaper moi-même ma maison, je vais faire mon petit jardin, je vais organiser des fêtes de village, je vais voilà, etc. Et donc je me réimplique en tant que moi, hein, je me réimplique dans une communauté, je donne dans une communauté et directement en fait on est relié quoi, on est construit pour ça. Donc notre cerveau, il est fait pour rentrer en connexion et sentir ce dont tu as besoin et aider la personne qui est en face. Hein, ça s'appelle l'empathie. Et voilà, c'est juste se reconnecter avec ces capacités-là qu'on a. Et donc la perma, c'est ça, mais étendu à tous les champs de la vie, quoi. C'est beau parce que j'ai l'impression que j'ai le dessin, on va dire le briefing de ma prochaine ferme ou de ma production de fruits. C'est génial parce que ça permet de voir les choses d'un point de vue très systémique. Et oui, et tu l'as cité, événements climatiques extrêmes, comment est-ce qu'on s'entraide, comment est-ce qu'on parvient à faire continuer cela. C'est quoi c'est un ikigai, c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la fleur de la perma. Donc ça c'est une version simplifiée, hein. Et donc ça montre en fait que pour tout projet, quel qu'il soit, social, agricole, dans l'énergie, dans la mobilité, dans l'éducation, etc., on va regarder les autres champs et se dire comment je peux rentrer en synergie avec les autres champs, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que j'ai besoin, quels sont mes choix, et du coup, il y a des trucs qui m'intéressent là-dedans. Excuse-moi, je t'interromps. Ouais, vas-y. On termine peut-être sur... Non, mais c'est ça. C'est un outil systémique, en fait. Parce que terre et nature, très bien. Il y a l'habitat, il y a les outils technologiques, la culture et l'éducation. Santé et spiritualité. Ouais. Qui rentrent là-dedans. Finance et économie, patrimoine et communauté qui nous ramènent à terre et nature. Et là-dedans, au centre, on a éthique et principe. Qu'est-ce que tu entends par spiritualité? Eh bien, c'est toutes les questions, je dirais, de présence au monde. Voilà, c'est qui je suis et comment je me relie, que ce soit à la nature, à Dieu, peu importe, mais comment est-ce que je suis présent au monde. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Parce que il y a une affaire, si jamais une bonne partie de l'humanité, parce qu'on dit beaucoup ça, qu'il va y avoir un retour à la terre, alors pas dans le traditionnel, le conventionnel, qui amène des agriculteurs à devenir fous, littéralement, hein, les petits agriculteurs. Mais à partir du moment où ta considération, tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui est roi, c'est le statut social, l'argent. C'est devenu un petit peu ça notre spiritualité commune. On court tous derrière ça, et qu'effectivement, si tu dois travailler la terre, tu dois retrouver une sorte des émotions, des sensations. Exactement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et donc la spiritualité peut créer cet arc narratif de nos vies, cette culture qui va faire que tous ensemble, on va, je veux pas dire prier, mais peut-être que se rendre avant d'aller au champ, on va tous remercier ensemble, faire un petit truc en commun, de remercier la nature, remercier les oiseaux pour leur aide, remercier ces interactions qui peuvent paraître très bisounours et très stupides pour quelqu'un qui entend ça. Parfois, il se dit ouais mais ils sont cons ceux-là, ils sont en train de remercier. Comme à une époque, on remerciait dans la chrétienté, on remerciait le plat qui était devant nous parce qu'on se rendait compte de l'impact que ça avait. Mais avant d'aller au champ et de récolter et de le travailler, le remercier, qui permet en fait nous tous à nous consolider dans une direction commune au moment où on va mettre les mains dans le cambouis, dans la terre, de faire ça avec conscience parce qu'on se rend compte que c'est, enfin je veux dire à partir du moment où on remet de la valeur là-dedans et la spiritualité peut y aider, on fait tout pour la protéger. Et c'est vrai que là aujourd'hui on ne le fait plus parce que tu vas chez Quick, tu vas chez McDo, tu vas chez Pizza Hut, la bouffe elle est là, elle est super rapide, elle a du goût, faut le dire, hein, mais on se rend plus du tout compte de l'importance. Rapidement pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aussi sur Spotify et Deezer,
Qu'est-ce que tu conseilles, sachant que chaque personne démarre à des niveaux différents, des gens qui nous regardent, qui ont shifté de fou, qui sont en fond dedans et sont en fond dans la permaculture, et donnez-nous des commentaires, hein, bien sûr, sur comment ça se passe votre quotidien, vos difficultés, les choses positives, les choses dont il faut se méfier, où on se dit attention, parce que ça c'est peut-être pas aussi évident que ça en a l'air, ou alors justement au contraire ce que ça vous a apporté. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent, ils travaillent employés de bureau, il n'y a pas de honte, hein, je veux dire, limite est là pour tous ensemble avoir la vision de l'avenir, quel que soit le lieu d'où vous démarrez, c'est important. Mais des gens qui ont envie de s'intéresser à la permaculture, éventuellement découvrir, se former, qu'est-ce que tu conseilles à partir de maintenant pour eux? Il y a plein de tutos, de vidéos excellents. Donc je peux t'envoyer une liste si tu veux. Il y a d'excellents bouquins comme l'intro à la permaculture de Mollison ou Permaculture de David Tolgren, qui sont des ouvrages vraiment pour démarrer. Et puis il y a plein de formations. Il y a des formations de 2 jours qui sont des initiations. Puis t'en donnes toi? Ouais, j'en donne. Il y a un lien, il y a un truc. J'en donne entre autres via Téléconscience en Belgique. Bon, on met le lien en commentaire, hein, comme ça, cliquez si vous êtes en Belgique et que ça vous intéresse de découvrir. Ouais. J'ai un projet du coup aussi de formation. Alors là, c'est sur 12 jours dans les Vosges. Enfin bon, voilà. Donc et ça, c'est tous les liens qu'il faut. Ça, c'est le cours, le cours classique, on appelle le CCP, le cours de conception en permaculture. Et là où on brasse vraiment, on a le temps d'approfondir un petit peu. Et puis après, c'est de pratiquer. Hein, c'est vraiment, je pense qu'on devient permaculteur en pratiquant. C'est pas suite au cours de 12 jours. D'où qu'on commence. D'où qu'on commence, voilà. Oui, parce que on n'a pas parlé des villes. C'est vrai que les villes, c'est un gros sujet. Ouais, la permaculture urbaine. Voilà. Ouais, il y a un très gros enjeu dans les villes. Hein, donc on en avait déjà touché un mot quand on s'était vu. Alors, donc, si on part du principe que on va avoir une contraction sur les questions d'énergie, la question de la ville telle qu'elle est conçue et gérée aujourd'hui, elle pose un gros problème. Ça vaut la peine de réfléchir en collectif comment anticiper ces problèmes. Et entre autres autour de la production de nourriture, mais aussi pour les villes dans le traitement des déchets. Parce que pour l'instant, la ville, elle exporte ses déchets, grosso modo. Mais quand ça va être compliqué de transporter tous ces volumes à gauche et à droite, ça va être autre chose. Et puis bon, la ville, elle fonctionne aussi parce qu'elle importe beaucoup de main-d'œuvre. Tous les jours, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Qu'est-ce qu'elle devient, la ville, une fois dans un monde avec moins de fossiles. Voilà, avec moins de mobilité. Voilà. Alors, ça vaut la peine. Il n'y a pas de réponse unique. Hein. Il y a des villes qui face à des problématiques, alors là c'était plutôt un effondrement économique comme Detroit. En fait, c'est le modèle de la shrinking city, hein, la ville qui se racrapote. Et en fait, avant c'est une ville, on va dire plus ou moins homogène, et puis il y a les quartiers, sont désertés en partie, et donc du coup ça libère du. C'est la chute de General Motors. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, la Havane qui a vécu le pic du pétrole, elle, hein, puisqu'elle avait plus accès au pétrole russe. Typiquement, tous les espaces cultivables possibles ont été cultivés, etc. Mais pour ça, il faut se former aussi. Hein. Il suffit pas de dire, je transforme le bois de Vincennes en zone de culture ou le parc, des Tuileries. Il faut savoir le faire. C'est ça. On apprend vite ce genre de choses. Notamment, peut-être grâce à lui. N'oubliez pas tous les liens, je les ai mis en commentaire, hein, c'est important si vous voulez vous former. On se verra pour une deuxième partie, parce que la question de la ville mériterait une vidéo à elle toute seule. Littéralement. C'est, je crois, les plus gros défis de demain, on se rend pas compte, mais la ville va être, ça va être très compliqué quand tu t'aperçois le nombre de camions qui fonctionnent à l'essence, dont on a besoin pour alimenter, que l'énergie, une ville est très énergivore, et que si le courant se coupe dans cette vie, si nous tournons à l'Académie du climat à Paris, si on n'a plus d'énergie pendant 3 jours, et admettons, il y a une rupture de tout un peu pendant 3 jours,
il y a plus de bouffe. Il y a plus à Bruxelles avec la grève des camionneurs. Hein. Mais oui, complètement. C'est en quelle année ça? Oula, c'est aux alentours des années 2000. Et je précise, s'il y a plus d'énergie dans Paris, au bout de 3 jours, ça commence à sentir mauvais. Pas d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue concret, puisque le système énergétique évacue les eaux usées, les traite aussi, et donc ça sent vite le caca, et la ville commence vite à sentir, et puis on a des ragueurs. Bref, c'est incroyable à quel point une ville, à partir du moment où tu réduis, où tu coupes, c'est le bordel assuré. Et donc là, on a tout un truc, notamment en permaculture, parce que cette vision écosystémique permet alors on y arrive, il y a un changement culturel, et ce sera encore pour une prochaine vidéo. L'Europe est à la croisée des chemins, à la croisée des mondes. On n'a ni matériaux en suffisance, on n'a ni pétrole, gaz, charbon en suffisance. De toute façon, il faut les garder dans le sol. Ce qui veut dire que on a besoin forcément de photovoltaïque, nucléaire, c'est une grande question en cas de guerre, hein, bien sûr. Mais bref, on a besoin d'énergie, on a besoin de technologie, mais globalement, on aura moins, on est sous contrainte, et la permaculture va peut-être être ce qui va changer les perspectives européennes et devenir une nouvelle force culturelle mondiale éventuellement, et donner l'exemple au reste du monde, notamment États-Unis, Chine et Russie, qui vont se heurter au même mur plus tard que nous en matière de ressources. Oui, il y a aussi un truc, c'est que donc là pour l'instant, on était dans la dynamique où on réfléchit à toujours plus grand. Hein, et typiquement, si je reviens sur la question du blackout, on est venu sur un réseau européen d'énergie. C'est même plus des réseaux nationaux, c'est à l'échelle européenne. Et en fait, le problème, c'est que quand on va vers une échelle plus grande, on désapprend l'échelle d'où on vient. C'est le danger. Et donc, il y a un truc qui se passe, clac clac, il y a deux disjoncteurs qui sautent. Enfin, je caricature, mais on n'a plus les compétences sur place. Et les gars, ils se retrouvent isolés, alors qu'ils ont de la production locale, mais ils sont pas capables de le remettre en fonctionnement. Il n'y a pas de plan B qui a été pensé. Et typiquement, la permaculture, elle permettrait de penser ça. Elle permettrait de penser, comment est-ce que je fais du descaling, hein, donc d'aller dans l'autre sens, vers de la plus petite échelle, sans pour autant couper le fait que il y a des interactions à d'autres échelles qui continuent, quoi. Et typiquement repenser, enfin je dis que parce que tu parles de centrales nucléaires, quoi qu'on pense du nucléaire, c'est pas une solution. Pour moi c'est pas une solution parce qu'elle ne fonctionne qu'à des très grosses échelles. On doit arriver à la notion de bassin. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est vraiment le bassin de vie. Donc, la reconnexion au territoire. Et le nucléaire est complètement déconnecté du territoire. C'est un truc d'ingénieur, quoi. J'ai rien contre les ingénieurs, mais eux, c'est un gros truc qui produit. Poum, une grosse canalisation pour envoyer toute l'énergie. Et puis, on a un système de distribution. Et en fait, là, ils sont occupés de penser le renouvelable de la même façon, enfin un grand parc en toujours mer, dans le même paradigme etc. de devoir répondre à une demande croissante pour plein d'objets connectés, pour plein de trucs. Alors que l'idée de relocaliser les ressources, ça me semble être, en tout cas, dans la perspective où ça va être tendu au niveau de l'énergie globale, hein, donc de la disponibilité de l'énergie fossile, c'est vraiment une priorité, quoi. Parce que si on est devenu si nombreux, c'est parce qu'on a eu accès à cette énergie, hein. Donc si cette énergie n'est plus là, c'est pas le nucléaire qui va nous permettre de survivre, de faire tourner les machines dans les champs et tout ça, hein. C'est impossible. Alors, on arrête tout de suite, quoi. Donc c'est une sorte de gilet de sauvetage un peu. Mais même pas. Mais ouais, non, c'est pour ceux qui sont dans la cabine du capitaine. Oui, ça c'est nucléaire. Vrai. C'est vrai. Ouais, c'est pas pour tout le monde, hein. En France, je crois que c'est grosso modo allez, on va dire 80% de l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, ça doit être 10% de l'énergie globale. Oui. Donc en fait, le nucléaire, il n'arrivera jamais à compenser tout le reste. Donc ça, focalisons-nous sur l'énergie qu'on ne consommera pas. Voilà. Ça c'est et donc là, Negawatt avait fait un super travail il y a plus de 25 ans. C'est sobriété d'abord, puis efficacité.
Et puis alors on peut substituer par d'autres techniques, etc. Mais d'abord la sobriété, c'est clair. Eric, merci du fond du cœur d'être venu. Mais avec plaisir. C'était méga enrichissant. On se retrouvera pour une partie 2. Ouais, ok. D'ici quelques mois. Quand tu veux. On se posera, on parlera des villes, hein, on ira à fond là-dedans. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis. Faites-vous plaisir. Cette zone, elle est là pour vous. Merci à ceux qui nous écoutent sur Deezer, Spotify, sur les autres plateformes. Merci à ceux qui nous ont regardés là sur YouTube. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Et n'oubliez pas, tous les liens sont en description. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, écrivez-moi un petit mot magique tel que la permaculture, c'est l'avenir, un jour j'irai. Voilà, ce genre de phrase. Ça me permettra de faire la différence et de voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Et je sais que vous êtes très nombreux à le faire. Donc du fond du cœur, merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast sur Limite. Ciao tout le monde. Merci Vince. Merci Eric. Ciao. Quelle est ta définition du réel ?